Bonjour, nous sommes le dimanche 23 novembre 2014, il est midi. Je vais vous parler de la question de la démographie et du végétarisme. On nous explique qu'effectivement, c'est très, le, le- le sort que l'on réserve aux animaux pour les consommer est assez terrible. Et je veux bien le croire, aussi bien dans le cas de l'abattage rituel d'ailleurs que dans toute forme d'autre, que ça pose aussi des tas de problèmes au niveau de la consommation d'eau, au niveau du climat, etc. Donc il y a un vrai problème. Et puis alors parallèlement, on nous parle d'une démographie galopante qu'on ne pourra pas nourrir. Alors, il me semble que ces deux questions s'articulent quelque part. Je sais que ce sont des sujets très délicats à aborder, mais ça ne m'empêche pas de les aborder. À savoir que y a le problème du cannibalisme qui est observé dans un grand nombre de sociétés animales et qui vise justement à une forme d'eugénisme où l'on consomme éventuellement sa progéniture. Où l'on consomme aussi. Enfin, il y a aussi le film remarquable de science-fiction Soleil Vert qui nous parlait de ce scandale des personnes qui mouraient et qu'on transformait en tablettes. Et ça, c'était le grand secret du film, même si on le faisait dans les meilleures conditions. Vous savez que par ailleurs, moi-même, je suis très protectionniste, c'est-à-dire que dans le sens où je pense qu'une toute entité doit, dans la mesure du possible, euh, fonctionner avec ses propres ressources et non pas utiliser des ressources extérieures. Or, l'humanité euh, produit des êtres humains qui sont dans l'absolu consommables, et au lieu de cela, elle va développer chez d'autres espèces des processus d'abattage, d'élevage, qui sont assez catastrophiques. Donc on est en face d'un dilemme en fait. Alors évidemment, la solution du végétarisme vient à l'esprit. On n'a qu'à consommer essentiellement des plantes, et donc faire la guerre en quelque sorte, exploiter le règne végétal et laisser tranquille, comme une sorte de tabou, le règne animal. Donc une sorte de taboufication du règne animal au profit et une sorte euh, d'explosion de la consommation au niveau du végétal. Que ce soit le végétal légumier ou le végétal fruitier. Alors, bon, on nous dit que le soja comporte beaucoup de protéines comparables à celles qu'on peut obtenir par la viande, etc. etc. Je suis moi-même assez convaincu que la consommation de viande est importante et est utile. Et je suis également convaincu que la malbouffe, notamment à partir de céréales, c'est aussi un problème, qui est le problème de l'obésité notamment, qui est le problème de la lourdeur, et je ne crois pas que ce soit souhaitable. Donc voilà encore un troisième problème, c'est que dans le végétal, il y a également une partie du végétal qui fait problème, qui sont à base de féculents, à base de céréales. Moi-même, mon père était chargé, a fait toute sa carrière à l'office des céréales, l'office du blé, enfin, plein de raisons. Et donc le légume lui-même, parce que le légume il fait plus problème que le fruit, le légume il faut l'assaisonner, il faut
il faut mettre des produits pour le consommer. C'est lourd à digérer, ça crée beaucoup d'ailleurs ça alourdit d'ailleurs les excréments, et donc la charge de pollution est affectée par cela. Il y a des aliments végétaux qui produisent, d'ailleurs les vaches elles-mêmes, qui sont végétariennes, produisent beaucoup de méthane, plus à mon avis que les carnivores. C'est un point de vue, je ne suis pas scientifique, enfin, c'est mon observation. Et il reste donc les fruits. Alors les fruits, c'est effectivement l'aliment idéal, l'aliment paradisiaque, c'est le verger du Gan Eden, du jardin d'Éden. On pourrait effectivement imaginer une humanité qui ne consommerait que des fruits. Le fruit est un aliment idéal parce qu'il se suffit à lui-même, il est chauffé par le soleil, il n'y a pas besoin donc d'utiliser des matériaux pour le faire chauffer, pour le faire cuire. Et moi, je ne suis pas contre un régime fructivore, effectivement. Parce que pour moi, le fruit est autosuffisant. Et c'est un idéal pour l'être humain, pour les sociétés humaines, d'être autosuffisant. Cela dit, donc, je considère que néanmoins la piste du cannibalisme n'est pas sans intérêt parce que nous sommes quand même confrontés à des démographies délirantes. Et la meilleure façon de lutter contre les démographies délirantes, c'est quand même le cannibalisme. Et bon, on regarde sur Internet, on voit qu'il y a énormément d'exemples de solutions de ce genre. Sélection des femelles, par exemple. Les meilleures femelles sont utilisées pour la procréation et les autres sont consommées, par exemple. Mais il y a aussi le contraire qui paraît tout à fait pertinent et qui est plus attesté, mais bien que chez les araignées, les araignées mâles consomment aussi beaucoup les araignées femelles. Mais enfin, il y a beaucoup d'exemples dans l'autre sens. Effectivement, je pense qu'il y a trop d'hommes par rapport aux femmes. Parce que la production masculine a une qualité beaucoup plus supérieure à la production féminine, qui est quantitative, alors que la production masculine est qualitative. Et donc, je pense que s'il y avait 20% d'hommes et 80% de femmes, ce ne serait pas plus mal. À condition, bien entendu, de ne garder que les meilleurs hommes, quitte à ce que les autres soient en effet consommés par le processus du cannibalisme. Comme par exemple dans le modèle de l'ovulation, il y a beaucoup de spermatozoïdes qui sont éliminés et peu qui sont utilisés. Donc moi je ne suis pas contre, à condition bien évidemment que cela ne débouche pas sur une domination féminine de la planète sous prétexte qu'elles sont plus nombreuses. Il faut absolument qu'il y ait un revirement des mentalités. C'est-à-dire que les femmes sachent ce qu'elles apportent à l'humanité, sachent leur nombre est important, c'est ça qui est significatif. Les femmes n'existent que par le nombre, par la reproduction, par la copie, par la diffusion, par la communication. Et copie de quoi? Copie de ce que font les hommes. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait de malentendus sur ce point. Une fois que ce contrat social entre les hommes et les femmes est réglé, effectivement, l'idée de diminuer de moitié ou des 2 tiers le nombre d'hommes sur la planète, par opposition au nombre de femmes, me paraît éminemment souhaitable. Hein, et c'est logique, parce que ce qui entretient quelque part un certain égalitarisme féministe, c'est de dire, voilà, il y a autant d'hommes que de femmes. Or, ça ne correspond à rien du tout. Parce qu'à ce moment-là, tous ces hommes, il y en a beaucoup qui sont très médiocres, qui donc font baisser l'image globale des hommes, et c'est très mauvais pour les hommes. Il vaut mieux qu'il y ait moins d'hommes, mais que ces hommes soient de plus grande qualité, et qu'on élimine ceux qui sont de médiocre qualité, parce que cette médiocre qualité de certains hommes encourage les femmes à se dire qu'elles valent les hommes. Donc on est dans un cercle vicieux. Il est possible, à mon avis, sur la base de tests, de performances, de constater quels sont les hommes qui sont valables et qui sont valables au niveau de la procréation déjà,
et qui sont valables au niveau de leur réalisation future et à venir, etc. Pour les femmes, le problème se pose moins, parce que pour les femmes, finalement, le problème, il est ailleurs. Bon, on en a parlé dans une précédente vidéo. Il y a le problème, effectivement, de la machine, et ça, c'est un autre défi, évidemment. Bon, j'en ai parlé, je dis, en effet, les problèmes de communication, de duplication, de copie, de reproduction, tout ça, c'est de plus en plus de l'ordre de la machine. Et donc, par conséquent, le rôle des femmes ici va être moindre. C'est aussi une révolution qu'il faut envisager. Hein. Il faudrait qu'on arrive à voir en quoi les femmes peuvent faire des choses que la machine ne peut pas faire. C'est un créneau qui me paraît assez difficile à cerner. Entre le génie masculin et l'automatisme de la machine, où se situe le rôle social de la femme, en dehors bien entendu de la procréation, qui est effectivement un élément essentiel. Alors, c'est pour ça que sur ce point, je voudrais insister, parce que ça n'est pas du tout inintéressant. Moi, je pense que l'avenir des femmes, c'est justement de choisir les hommes qui vont survivre, les meilleurs hommes. Ceux qui vont être les matrices. Il y a un mot qui veut dire féminin, mais c'est plutôt les patrices. Mais enfin, peu importe, c'est le terme les paternes, je préfère. Et donc, voilà, les femmes sont là pour sélectionner les meilleurs hommes. C'est leur qualité. Par le processus du couple, par le processus de la polygamie éventuellement, c'est-à-dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, puisqu'il y aurait une minorité d'hommes par rapport au nombre de femmes. On va vers une polygamie qualitative, mais où ce seraient les femmes qui choisiraient d'une certaine façon leur partenaire, mais qui le choisiraient collectivement. Les femmes n'ont aucun intérêt au niveau individuel. Les femmes ne font sens dans leur choix, dans leur convergence, dans leur production, que collectivement. Ce sont des actes qui sont fondamentalement de nature collective, qui n'existent que collectivement. Et je donnais d'ailleurs l'exemple mythologique, qui est un petit peu provocateur, de ces gorgones qui n'avaient qu'un œil à se partager entre elles. C'est ça, c'est-à-dire qu'elles sont dans un processus communiste, les femmes, quelque part. Elles sont dans la répartition, dans le partage, dans la distribution, et donc elles sont dans le quantitatif. Mais ce qu'elles distribuent, c'est les hommes qui le produisent. Bon. Donc effectivement, pour conclure cet exposé, je pense qu'on va demander aux femmes c'est-à-dire qu'en fin de compte, les hommes qui seront isolés, les hommes qui ne seront pas choisis par des femmes, seront choisis par les femmes, non pas seulement comme partenaires sexuels, mais comme porteurs d'une créativité importante. Ces hommes-là, si les femmes ne sont pas intéressées par eux, seront voués effectivement à la consommation animale, en quelque sorte. Et dans ce cas-là, on laisserait tranquilles les animaux, qui évidemment, alors évidemment, ça sera une crise aussi, puisque les animaux, on va moins les élever, donc il y en aura moins. En tout cas, certains types d'animaux, le cheptel d'ovins et de bovins va dramatiquement décliner. Bon, ça, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas à la fois nous parler de problèmes d'abattage et de dire qu'il faut garder tous les animaux en vie. Bon. Donc effectivement, il y aura une extinction de facto de certains types d'animaux qui étaient voués à la consommation, les porcs, etc. Et donc on arriverait à une alimentation à base de fruits, à base de viande humaine et accessoirement à base de légumes, mais à mon avis, les légumes, c'est pas très très intéressant. Enfin bon, on va pas discuter de cette question secondaire, mais enfin, c'est quand même plutôt fruits, viande humaine qui est important. Et à ce moment-là, on aurait aussi, par la même occasion, résolu le problème d'une démographie galopante, en comprenant qu'effectivement, de la même façon que la procréation
implique une terrible sélection des spermatozoïdes par l'ovule, eh bien, il est important aussi de diminuer sérieusement le nombre d'hommes. Donc c'est un paradoxe venant de quelqu'un qui privilégie le génie masculin, mais justement, je pense que la médiocrité au niveau des hommes est une très mauvaise affaire et fausse complètement les données du problème. Il ne faut garder que les hommes les plus performants, les plus doués, les plus créatifs, et c'est le rôle des femmes de le faire, et à ce moment-là, effectivement, elles trouveront leur raison d'être sans être menacées par les machines.